Bonjour, shalom, salam alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse que nous animons en ce jour du jeudi 11 octobre 2018. Nous bénéficions de l'accompagnement technique de Michel Koko Vitogbe Tomega à la console, pendant que notre ami Géraud Dakucha met l'émission directement en ligne. Et nous sommes heureux de retrouver autour de nous ceux que vous avez convenu de dénommer les 4 bouscutaires de ce jeudi. Ils ont pour nom, prénom et titre Ambroise Yao Konjo de... rappelez-moi votre organe. Guardian. The Guardian. Bonjour, bonjour Sass, bonjour les confrères, bonjour toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Vous constatez que je commence à ne plus pouvoir donner votre nom, le nom de votre organe spontanément. Non, il n'y a aucun problème. Bientôt, non, si, il y a un problème parce que je ne vous lis plus. Oui, vous allez me lire bientôt. Bientôt, c'est soit la semaine prochaine ou l'autre semaine. La semaine prochaine. C'est pas comme Jésus qui a dit, je reviens bientôt, on l'attend depuis 2018 ans, n'est-ce pas? Jésus est déjà là, il viendra certainement. Déjà là. En esprit, il est là. Eh bien, après l'émission, vous montrez là où je pourrais aller le saluer. Magloire Teko Kenvi, le neveu de nos amis de Koumabala. Bonjour. Bonjour Sas Gao, bonjour chers confrères autour de la table, bonjour chers invités, bonjour à tous. Mais on ne fait pas de jaloux, donc Magloire est le neveu de Koumabala, mais le fils de Aklakou. Absolument. Comme ça, le père et la mère sont satisfaits. Je fais coucou à mes parents à Aklakou dans la préfecture des Lacs. Lui, ses parents sont et le père et la mère de Yadé, c'est Michel Sarakawabalo Tchadja. Bonjour Michel. Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci. Je ne sais pas comment les gens savent, les auditeurs me disent que il est le neveu des Anglois. Lui, c'est l'homme à Tichokbe. Bonjour. Bonjour, Sass et bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices. Et auditrices. Donc, vous confirmez que vous êtes le neveu des Anglois. Moi, je suis togolais, je suis des Lacs. Et donc, maintenant, bon, si les gens veulent faire des liens et puis, je sais pas, des tentatives de relations, il n'y a pas de problème. Merci. Mais vous savez pour moi que je suis aussi bien d'Adangbe que de Haotue. Je me sens à l'aise aussi bien à Haotue que d'Adangbe. Et nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui un auditeur, un parent, un ami, un grand serviteur de l'État. Si je vous dis fidèle comme l'an Vincent Nouboupo, les étudiants vont me dire c'est le professeur à l'université de Lomé. Il a été même président de l'université de Lomé. Non. Doyen de la faculté. Oui. Voilà. Il a été aussi ministre de l'éducation nationale au Togo. Mais il continue à enseigner. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous nous direz tantôt pourquoi vous êtes à nos studios ici. D'accord. Mais laissez-moi juste souhaiter un joyeux anniversaire. C'est une dame qui fête aujourd'hui son jubilé de Lapis Lazuli. Eh bien, le devoir de maison, à vous qui nous écoutez, le jubilé de Lapis Lazuli tient à combien d'années? Eh bien, c'est madame Aïssata Koulibaly, épouse d'Akiché, qui est en fête d'anniversaire de naissance aujourd'hui. Jubilé de Lapis Lazuli, c'est combien d'années, s'il vous plaît? Vous nous envoyez les réponses. Le premier gagnera un prix que je vous dévoilerai à la fin de l'émission. Et nous enchaînons avec la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit que l'État ou la cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres. Rousseau qui écrit donc que l'État ou la cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres. En français facile, on dirait que le Togo n'est qu'une personne morale dont la vie
se résume dans les environ 7 millions de Togolais que nous sommes, du plus haut sommet jusqu'à la base. Mais il y a un problème qui nous interpelle dans nos rues, au jour le jour, et nous en parlons. Vieux constaté. Commençons par Elom Atichogbe. Rebonjour Elom. Rebonjour Sas. La semaine dernière, votre journal, La Nouvelle Tribune, titrait « Danger de mort sur une route à Djidjolé ». Il s'agit d'un pan de la route à Djidjolé, dans l'angle de la pharmacie de Djidjolé. Et ce matin encore, je suis passé par là. On a pris des bandes pour délimiter cette portion de la route qui s'en va. Mais une semaine après, aucun travail n'a encore commencé pour sauver la route là, à ce niveau. Oui, c'est ce qu'on constate. Ce matin même, moi, je suis passé par là avant de venir en studio. On constate qu'il y a des barres qui ont été mises de part et d'autre de la voie, d'une partie de la voie qui s'affaisse. Et on a constaté en l'espace d'une semaine une dégradation avancée. Et c'est-à-dire que les trous se sont creusés davantage, la voie s'est affaissée davantage par niveau. Et si bien que ça rentre directement maintenant dans les rigoles. Et à ce jour, rien n'est fait. C'est-à-dire que même ce matin, on constate qu'il n'y a même pas de service technique qui soit venu juste pour pouvoir inspecter, savoir ce qu'il y a lieu de faire, pendant que la route continue de s'affaisser, de s'étendre sur une distance assez inquiétante. Et donc, je pense que c'est un appel que on réitère, on relance de nouveau à l'endroit des autorités en charge des infrastructures, afin qu'on puisse une fois pour toutes régler cette voie-là, ou bien réparer ou bien rénover cette voie qui risque de constituer dans les prochains jours un véritable danger. Il est à craindre que si rien n'est fait, cette dégradation peut contaminer la voie pavée de Djidjolé qui est de grande circulation. Évidemment. Est-ce qu'on attend que la grande voie également s'affaisse pour s'activer? Point d'interrogation. Mais Maglo Ateko Kenvi, votre journal Front des démocrates, vous nous transportez sur la route Tchevier-Tabligbo. Une route nouvellement faite, je ne sais même pas encore si la réception définitive a déjà eu lieu, mais vous criez également alerte, la route des dangers. Oui, la route des dangers, c'est le constat que nous avons fait. Contrairement à la route de Djidjolé qui s'affaisse, cette route qui relie Tabligbo à Tchevier, elle est très bonne. Vous avez rappelé que c'est une route nouvellement construite. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est en fait un chantier inachevé parce que quand on voit un peu toutes les nouvelles routes qui ont été construites à travers tout le pays, on se rend compte qu'au-delà de la chaussée, il y a également les caniveaux, puisque les routes sont dotées de caniveaux bouchés, enfin pas bouchés mais couverts. Mais sur cette route, les caniveaux sont restés ouverts. Ce qui fait que on a assisté à un fait où les motocyclistes et les cyclistes souvent terminent leur course dans les caniveaux et ça nous a interpellés et nous nous demandons aujourd'hui en fait que l'ARMP en réalité a un organe en son sein qui s'appelle la DSNP et cet organe a un rôle de suivi. Et nous disons que est-ce que à ce jour cet organe de l'ARMP a véritablement joué son rôle de suivi? Si oui, et l'État togolais, qu'est-ce que l'État togolais a fait justement? Parce que au-delà du fait que les caniveaux ne sont pas couverts, il y a également les gros porteurs qui empruntent souvent la route puisqu'on transporte le clinker et le ciment de Tabligbo. Et souvent, le défaut technique qu'on constate, c'est que ces gros porteurs ne sont pas dotés, ou du moins les phares et tout sont défaillants. Et ça cause extrêmement d'incidents. Donc nous interpellons, nous avons fait le papier pour interpeller, n'est-ce pas, l'autorité compétente, n'est-ce pas, et pour bien voir ce qui se passe sur cette route-là. Tchevier-Tabligbo qu'il faut revoir pour la finition. Attention aux caniveaux qui ne sont pas couverts. Attention aux gros camions qui n'ont pas toujours leur phare en bon état. Ces camions qui sont soupçonnés également de ne pas avoir leur frein en bon état. Faites attention quand vous êtes directement devant ou derrière ces camions. Mais revenons ici à Lemay. Si vous allez maintenant au Grand Marché de Lemay, dans l'angle de la rue de la Gare, rue du Grand Marché, ou bien si vous venez de la BIA Togo, vous dépassez un peu l'UTB Grand Marché, il y a là un trou qui s'est creusé au centre même de la chaussée. De bonne volonté ont entouré avec des bandes, mais le trou il est béant. Ce matin encore, Canal FM y a envoyé une équipe. Le trou est là. Attention,
Si vous passez là, c'est pas fini. Si vous allez vers Bekota, sur la voie pavée de Bekota, juste en face de la mosquée de Bekota, il y a également un trou qui s'est creusé là-bas depuis 3 mois. Rien n'est encore fait. Eh bien, comme le Togo, c'est notre bien commun à nous tous, nous attirons l'attention sur ces routes sur lesquelles il faut s'activer rapidement avant que nous ayons à déplorer de grandes tragédies. Michel Tadia, voilà les routes que nous citons. Vous avez ajouté Michel? Non, c'est... disons que vous avez bien fait quand même de relever ces points critiques-là pour attirer l'attention de ceux-là qui sont en mesure d'apporter des solutions idoines parce que ça crée beaucoup de problèmes dans la circulation. Je voulais juste ajouter pour dire qu'avec les dernières pluies, quand vous allez dans la périphérie de Lomé, surtout à Goé, l'état des rues, des ruelles est vraiment déplorable. Je sais que le gouvernement n'a pas les moyens pour goudronner toutes les rues au même moment, mais je sais également que c'est possible qu'on les charge pour éviter que les usagers de ces rues-là quand même continuent à souffrir. Parce que ailleurs... Non, que les citoyens continuent à souffrir? Je dis que les usagers de ces routes-là continuent à souffrir dans leur déplacement. Voilà. Et donc, parce que si vous voyez ces rues-là à des niveaux donnés, si vous êtes en circulation, il y a des niveaux où vous avez besoin de la pirogue pour continuer. Parce que vous ne pouvez pas, avec votre moto ou votre voiture, continuer. Donc, c'est des situations qui sont tellement difficiles pour les citoyens et que nous avons quand même des gens chargés de régler ces genres de problèmes et c'est à eux qu'on fait appel. Merci. En profane, nous savons quand même que construire une route revient excessivement cher. C'est pourquoi nous en appelons au ministère pour ce qui le concerne, aux municipalités, aux délégations spéciales. Il est plus facile de réparer ces petits trous que de laisser que la route s'affaisse totalement et qu'on ait encore mobilisé des dizaines, voire des centaines de milliards pour faire de nouvelles routes. On va s'en tenir là pour ces vieux constatés et enchaîner rapidement avec ce qui s'apparente comme l'imminence des rentrées académiques dans nos universités publiques et privées et pourquoi pas dans les écoles supérieures. Depuis hier, ou bien il y a quelques heures, se sont ouvertes les journées portes ouvertes à l'université de Lomé. C'est le collège des délégués des étudiants qui a organisé cette manifestation à l'endroit des nouveaux bacheliers et de ceux qui veulent s'inscrire à l'université de Lomé. Les bacheliers peuvent encore aller s'informer au cours de ces journées portes ouvertes. Ça, c'est pour l'université publique de Lomé. Nous apprenons également qu'un établissement d'enseignement supérieur s'apprête à organiser sa conférence inaugurale. Et nous rappelons que, en la même circonstance, l'année passée, nous avions déjà eu l'honneur de recevoir le professeur Fidèle Komlan Messan-Nou Boukpo. Nous le retrouvons, professeur, rebonjour. Rebonjour. Eh bien, c'est l'IRFODEL qui organise sa conférence inaugurale, je crois, d'ici la fin de la semaine. Oui, l'IRFODEL Centre organise sa conférence inaugurale demain. C'est dans l'enceinte de ce que nous appelons communément Brodahome. Brodahome, ici, Centre Christ Rédempteur. C'est le siège de l'établissement. Mais ce n'est pas un établissement confessionnel catholique, non. Nous sommes en location chez eux, tout simplement. L'IRFODEL est un établissement d'enseignement supérieur. Privé laïque, qui se trouve logé aujourd'hui au sein du Centre Christ Rédempteur. Centre Christ Rédempteur. Alors, l'IRFODEL, qu'est-ce que c'est, professeur? Bien, l'IRFODEL, c'est tout simplement un institut de recherche créé il y a une douzaine d'années pour faire de la recherche et de la publication sur le développement local, le développement à la base même, parce que tout le monde parle de développement, mais
Et force est de constater qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas toujours. Bon, quand c'est au niveau national, tout peut passer. Maintenant, nous disons que le vrai développement, pour que ça ait un sens, doit commencer au niveau le plus humble, au niveau de la base, au niveau des collectivités, des villages, des cantons, même avant le canton, dans les quartiers, parce que les problèmes de développement peuvent même changer d'un quartier à l'autre. Donc, pour que les gens, les acteurs du développement se trouvent proprement outillés pour faire face aux problèmes, eh bien, il faut leur donner la formation adéquate. Donc, Irfodel Centre, qui était au départ tout simplement un institut de recherche, a décidé de créer un établissement de formation. C'est comme ça que Irfodel Centre a été créé il y a 6-7 ans. Et au début, il n'y avait que le BTS. Agent de développement. Et puis maintenant, au lieu de... Il n'y a pas que l'animateur. L'animateur de développement, ça existe toujours au niveau BTS, mais nous avons également créé de nouvelles licences. Vous verrez que à Irfodel Centre, ce que nous faisons, nous prenons le développement au sérieux. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de former les gens qui s'intéressent vraiment à la chose. Parce que je dis souvent que en matière de développement, il y a le conçu des responsables politiques, mais il y a le vécu des populations. Et entre le conçu des uns et le vécu des autres, il y a souvent un gouffre, un fossé immense. Donc nous nous rapprochons les deux parce que il ne suffit pas de savoir parler du développement, mais il faut le faire maintenant. Donc, outiller les gens qui seront impliqués concrètement dans les tâches de développement. Irfodel s'occupe de les former. Et vous formez sur les thématiques comme la décentralisation, la communalisation, la bonne gouvernance, ainsi que tous les multi-problèmes liés à la mise en œuvre effective de la démocratie. Quels sont vos étudiants cibles, professeur? Bien, les étudiants cibles, d'abord au niveau BTS et au niveau licence, on prend les jeunes qui sont intéressés par les problèmes de développement. Donc, les jeunes bacheliers déjà, mais ceux qui travaillent déjà dans l'administration ou ailleurs et qui éprouvent le besoin d'approfondir leurs connaissances en matière de développement. Donc, on les prend et au niveau plus avancé aussi. Voyez-vous, en matière de développement, nous avons réussi les premières promotions de BTS et de licence qui sont sorties, sont utilisées dans les mairies, les collectivités locales. Il y a beaucoup de choses et les gens sont très contents de leur performance. Mais en même temps, nous nous trouvons confrontés à de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a de nouvelles complications qu'on n'avait pas anticipées. Donc, c'est pourquoi nous avons créé le niveau master maintenant. Parce que les problèmes que les licenciés ne peuvent pas résoudre sont d'une autre complexité. Il faut donc former les gens, les outiller autrement pour que les détails qui peuvent échapper aux licenciés n'échappent pas à ceux qui sont à un niveau plus avancé. Donc, un nouveau niveau de sophistication intellectuelle et consorts, c'est ça qui nous a amené à créer les masters. Et depuis l'année dernière, nous avons le master. On a commencé par le BTS, on est monté à la licence, maintenant au master. Et vous assurez que toutes ces filières de formation ont des débouchés professionnels? Bon, bien sûr. Et les débouchés, c'est pas ce qui manque le plus. Nous avons dit, par les temps qui courent, comme tout le monde parle de décentralisation, de déconcentration, de tout le reste, eh bien, quand ces nouvelles structures seront mises en place, il faudra des gens pour les animer. Et il faudra des gens pour les animer. Nous préparons les jeunes là en fonction, parce que nous faisons de la prospective. Nous savons de quoi ce pays aura besoin demain et nous formons les gens avant même que les besoins sont déjà là, mais ils ne sont pas visibles pour tout le monde. Donc, nous ouvrons les yeux aux gens
nous mettons les formations à disposition et nous les invitons, nous leur demandons de venir se mettre à la tâche déjà, être formés, et le moment venu, ils seront tout à fait utilisables. Cela s'appelle l'anticipation, puisque nous parlons abondamment de la décentralisation. Bientôt, on aura peut-être les élections locales. Aussi bien les élus que leurs collaborateurs ont besoin de la science, du savoir-faire, aussi bien la conception qu'à la réalisation pour les besoins des populations à la base des collectivités locales. C'est ce à quoi forme l'IRFODEL. Donc, avec cette nouveauté, nous disions tantôt l'université qui a ouvert les journaux portes ouvertes pour outiller les nouveaux étudiants. Mais vous, à l'IRFODEL, vous avez choisi la formule d'une conférence inaugurale. Qu'est-ce que c'est, professeur? La conférence inaugurale, c'est une pratique très courante dans les universités. La tradition universitaire insiste que en début d'année universitaire, on invite un grand chercheur, quelqu'un qui a fait de la recherche dans un domaine précis, sur un sujet précis, qui vient livrer les fruits de ses cogitations pour nourrir le grand public. Et nous avons invité des gens qui vont nous parler des ODD et des enjeux qu'ils représentent. Et l'OIF nous a fait l'amitié de nous mettre à disposition 2 experts. Donc c'est une conférence à 2 voix. Le sujet des ODD, des enjeux qu'ils représentent, ce sujet sera traité par 2 personnes et qui viennent de l'OIF, et chacun verra un aspect du problème, et au bout du compte, quand on mettra ensemble les apports des uns et des autres, on aura un panorama plus complet et les questions suivront. Ça sera demain au Centre Christ Rédempteur à Lomé, Brodahomé, de 10h à 11h30. Voilà la conférence inaugurale de l'IRFODEL qui se tient demain sur le thème intégration et appropriation des ODD par les acteurs au niveau local, enjeux, actions et perspectives. Et les orateurs, ils sont 2, Madame Maïmouna Tambadou Diallo et Monsieur Agossou Honfo, qui sont envoyés par l'Organisation internationale de la francophonie, qui ouvre aujourd'hui même sa conférence des chefs d'État et de gouvernement quelque part à Erevan, en Arménie, dans le Caucase. Eh bien, après la conférence inaugurale, la rentrée chez vous, professeur? Et c'est lundi prochain. Lundi 15 octobre, la rentrée à l'IRFODEL. Les étudiants qui sont désirés d'aller se faire former aussi bien en master, en licence et BTS pour toutes ces thématiques liées à la décentralisation et autres, on vous contacte au Centre Christ Rédempteur pour en savoir davantage. Voilà, Merci, professeur. Eh bien, donc, notre vieux constaté cadre très bien avec vos formations. Ces problèmes de rue et de route qu'on a relevés actuellement. C'est tout à fait, ce que vous dites est tout à fait justifié, les problèmes sont multiples et multiformes, et je suis heureux de me retrouver en leur compagnie. C'était pas prévu, moi je suis venu presque par hasard, et c'est heureux de savoir que ces problèmes de développement intéressent beaucoup de gens, les jeunes, les journalistes, donc on est accroché à leurs lèvres. Merci, professeur. Chacun apporte sa petite pierre à la construction nationale. Merci, professeur. Vous êtes professeur de linguistique, mais vos collègues professeurs de philosophie vous diront qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, professeur. Bon, je ne vais pas entrer dans ces considérations. Ce n'est même pas la tribune, professeur. Merci beaucoup, professeur, pour nous tenir informés de la conférence inaugurale à l'IRFODEL qui s'ouvre demain, 10h, vous avez dit, professeur? Oui, de 10h à 11h30, 1h30 minutes. Et la rentrée, ce sera le lundi 15 octobre à l'IRFODEL. Tous les étudiants désireux de faire carrière dans la décentralisation, les collectivités locales devraient s'intéresser à l'IRFODEL et ses filières de formation. C'est ça. Merci infiniment de m'avoir invité. C'est un plaisir et c'est nous qui vous sommes très reconnaissants de venir rehausser le plateau par l'éclat de votre présence. Et comme vous avez plein d'engagements, nous vous renvoyons donc à vos charges, professeur. Merci infiniment et bonne journée à vous. Merci. Eh bien, sans transition,
les deux communicateurs qui animeront la conférence inaugurale de l'IFODEL nous viennent de l'OIF. Et l'actualité, c'est que l'OIF ouvre aujourd'hui même sa conférence des chefs d'État et de gouvernement à Erevan, capitale de l'Arménie. Le Togo, qui est membre de l'OIF, y est représenté. Seulement, Ambroise, est-ce que vous nous dites si le chef de l'État participe en personne à ce sommet ou bien s'il a dû envoyer un émissaire? Oh bon, je ne crois pas. J'ai dû entendre le nom de Robert Doucet, mais je n'ai aucune information par rapport. Mais ce que je sais de cette conférence, si tu le permets, c'est l'enjeu de la conférence qui reste vraiment déterminant par rapport au choix de la nouvelle secrétaire générale entre la Rwandaise Mushikiwabo et la sortante Michael Jean. Et cet enjeu-là sera certainement difficile à rembourser demain jeudi. Vous savez, la francophonie est comme cette dame-là, cette Sénégalaise qui vit actuellement aux États-Unis l'a dit, elle prend franchement le bras culturel, politique de la France-Afrique, tel qu'elle a dit, je la cite. Et je pense aussi que l'autre enjeu de cette conférence, c'est le retour du Rwanda dans le rang des francophones, avec certainement un discours en français de Paul Kagame. Ce qui pour moi est important, c'est que avec Michael Jean, il y a une certaine lueur par rapport à la défense des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, contrairement à, selon certains spécialistes, à Mushikiwabo, qui serait dans la ligne de défense des lignes politiques de son pays, le Rwanda, qui sauvegarde la durabilité au niveau de la croissance et la stabilité au détriment des valeurs démocratiques. Qu'à cela ne tienne, 250 millions ou 260 millions de locuteurs français se réunissent. Il y a des Togolais qui y participent. Ce qui est important, c'est de ne pas brimer ce qui est valeur, droits de l'homme et démocratie au profit des autres valeurs qui ne font pas avancer les nations. Merci Ambroise. Donc le 17e sommet des chefs d'État de gouvernement de l'OIF s'ouvre aujourd'hui à Erevan, capitale de l'Arménie. Le Togo y est de toute façon représenté. Le Togo qui est l'un des 84 pays membres ou associés à l'OIF. On annonce entre 26 et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont participer à ce sommet. Et Magloire, votre journal, vous en parlez, flambeau des démocrates. Vous relevez que les problèmes de migration sous les prismes des médias au cœur des travaux de ce sommet de l'OIF. Oui, on va peut-être nuancer parce que, comme vous l'avez dit, le 17e sommet de l'OIF s'ouvre ce jeudi, mais en prélude à ce sommet, l'Union de la presse francophone tient ses 47e assises dans la même ville depuis mardi dernier. Et nous, à notre rédaction, nous avons la chance d'être représentés par notre directeur de publication, à nos frais bien sûr. Merci pour la précision. Ah oui, la précision, elle est utile. Et donc, il participe activement aux travaux et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, plusieurs thématiques sont à l'ordre du jour et il est plutôt question de parler des médias et la migration parce qu'on a l'impression que par moment, la presse ne joue véritablement pas son rôle parce que dans nos pays, surtout les pays les moins développés, on présente l'Hexagone comme l'Eldorado. La France et d'autres pays de l'Occident comme l'Eldorado, ce qui encourage les jeunes à s'aventurer dans ces aventures, enfin si je peux me répéter, à vouloir aller écoute en Occident et on sait un peu la suite. Ce qui fait que aujourd'hui l'UPF a jugé bon de centrer, n'est-ce pas, les débats sur ce thème et tout se déroule normalement et le sommet va prendre fin demain vendredi, n'est-ce pas, et va s'enchaîner l'ouverture du 17e sommet de l'OIF. Merci. Pendant que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour le 17e sommet, il y a les journalistes de l'espace francophone qui tiennent également leur 47e assise, toujours à Erevan, capitale de l'Arménie. Mais l'une des batailles
c'est la nouvelle secrétaire générale de l'OIF qui va être nommée d'ici demain à la fin du sommet. Et Elom Atichogbe, la bataille se joue entre deux dames, la secrétaire sortante Michaël Jean et puis la candidate actuelle Louise Mushikiwabo, qui est depuis 9 ans la ministre rwandaise des Affaires étrangères, vers laquelle de cette dame-là semble pencher la balance. Elom? Bon, je pense que l'africaine, sinon la rwandaise, part avec la faveur des pronostics. Parce que Michaël Jean, la secrétaire générale sortante, a passé 4 années à la tête de la francophonie avec un bilan mitigé. On lui a reproché beaucoup de choses, notamment la gestion financière qu'elle a faite de l'organisation francophone, et aussi qu'elle n'a pas réussi à positionner l'OIF comme un instrument aujourd'hui efficace, sinon percutant, en ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques et la politique interne, enfin la politique économique des pays, également la question des droits de l'homme, de la liberté de la presse. Et donc c'est quand même quelque chose de surprenant qu'on constate que le Canada et le Québec lâchent leur fille, qui est Michaël Jean, haïtienne d'origine, mais bon, canadienne par adoption. Et donc, c'est quand même curieux. Depuis mardi, on a appris l'information que le Québec et le Canada ont lâché Michaël Jean après l'avoir assuré de leur plein soutien lors de cette élection-là. Et je pense que c'est quand même aussi curieux de constater, ça fait beaucoup de curiosité, de constater que c'est le Rwanda qui porte la candidature africaine à un sommet de la francophonie, en sachant pertinemment que le Rwanda n'est pas un pays francophone. Et donc tout ça aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions, alors qu'on sait que pertinemment que l'Afrique est le continent le plus représenté au sein de l'OIF, avec plusieurs États, je pense 29 États membres de la francophonie, et ça fait très longtemps que l'Afrique n'a pas quand même essayé de positionner une femme ou un homme à la tête de cette institution-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le cœur de la francophonie batte en Afrique après Abdou Diouf. Et l'homme, après Abdou Diouf, l'OIF qui connaît déjà 2 anciens secrétaires généraux d'origine africaine. Il y a d'abord l'Égyptien Pierre Boutros Ghali, et ensuite Abdou Diouf. Abdou Diouf qui a fait 2 mandats. Oui, et j'ai précisé que ça fait quand même longtemps, c'est-à-dire que qu'on n'a plus retrouvé un Africain ou une Africaine. Il y a juste 4 ans entre le départ d'Abdou Diouf. Oui, Michaël Jean n'a fait que 4 ans. Oui, mais c'est comme ça fait 4 ans, c'est beaucoup. Oui. Et puis je parle de la candidature d'un pays anglophone à la tête de la francophonie. Voilà. Bon, donc Michaël Jean, l'agneau sacrificiel, comme le constate Front des démocrates, Michaël Jean qui vient d'être lâché par le Canada et le Québec, ces pays d'origine. Mais on vous dira, Elom, que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Eh bien, les intérêts supérieurs ont fait que le Québec et le Canada lâchent aujourd'hui leur fille, comme vous dites si bien. Oui, ce qu'on constate. Pour Louise Mushikiwabo. Ce qu'on constate, vous savez, vous connaissez l'affaire entre la France et le Rwanda avec l'histoire du génocide. Alors, tout est parti de cette visite du président Kagame à l'Élysée. On l'a constaté aussi. On ne sait pas l'entretien qu'ils ont eu à huis clos. Et puis après, il y a eu une visite de Michaël Jean à l'Élysée également. On a constaté à la sortie de cette audience que c'est-à-dire Madame Michaël Jean, avait le sourire aux lèvres pendant que son interlocuteur, le président Macron, avait affiché un visage fermé. Et donc, je pense que l'interprétation qu'on pourrait faire de la chose peut quand même essayer de nous dire aujourd'hui ce qui va se passer. Michaël Jean sacrifié sur l'autel des intérêts des États. On verra demain Louise Mushikiwabo être nommée nouvelle secrétaire générale. Il y a tout un débat autour de l'OIF. On entendait tantôt Ambroise Kondo qui disait que l'OIF serait plutôt à la vision c'est la continuité de la France africaine. Oui. Alors il y a tout un débat. Est-ce que l'OIF c'est une affaire d'État ou bien des peuples? À ce niveau, il y a justement notre compatriote Kako Nubupo qui n'est plus à présenter, qui publie une tribune libre intitulée À quand la francophonie des peuples? On va lire ça. Même petit avant-goût, et l'homme.
La tribune de Kakonou Boupo sur la francophonie des peuples. Une tribune qu'il a co-signée avec Caroline Roussy, qui est quand même une historienne. Et je pense que à Kakonou Boupo, il est ancien directeur de la francophonie économique et numérique, tout le monde le sait. Et à la faveur de ce sommet, justement, il a publié une tribune dans laquelle il appelle plutôt à une francophonie des peuples. Une francophonie qui se soucie davantage du lien ou du brassage qu'il peut y avoir entre ces 250 millions de personnes qui en partagent le français, qui est une chance, parce qu'il a précisé dans sa tribune que la pensée de Léopold Sédar Senghor qui stipule que dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé ce outil précieux qu'est le français. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous exploitons ce français et comment est-ce que nous sommes en train de favoriser ce brassage-là? Et on a constaté sur le continent que pour avoir un visa pour se rendre dans des pays francophones, c'est difficile. Il n'y a pas une fluidité en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. On n'a pas ce qu'on appelle les Erasmus, la création de petits espaces pour pouvoir favoriser l'éclosion de la langue. C'est vrai qu'il y a des initiatives éparses au niveau de la francophonie, mais il va falloir qu'au niveau du continent et au niveau du monde, on puisse essayer de ressouder les liens afin de rendre véritablement cette langue-là, de donner véritablement à cette langue une chance. Eh bien, je voudrais juste ajouter que, en fait, les enjeux sont très élevés en ce sens que l'avenir même de la francophonie se joue en Afrique. Et M. Macron l'a compris depuis 1970 que cette institution a été créée, ou organisation a été créée, sans véritablement trouver une porte réelle de sortie au sens politique et au développement économique du terme en Afrique. Maintenant, si le choix est valablement porté sur la rwandaise, d'abord, le Rwanda l'a quitté depuis 1994 pratiquement et c'est anglicisé. Et si Kagame prend la parole demain avec le français, aujourd'hui, voilà, avec le français, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Et tous les pays visent maintenant le continent africain, la Chine, le Brésil, tout ça là-haut. La France voudrait se repositionner à travers la francophonie. Merci. C'est ce que je suis en train de lire dans cette démarche peu catholique par rapport à Michael Jean, mais qui est d'intérêt politique. Merci. Eh bien, il y a l'OIF des États, il y a l'OIF des peuples, il y a également l'OIF des jeunes entrepreneurs. Depuis, l'OIF est déjà à sa 2e édition du prix Jeune Entrepreneur de l'espace francophone. Eh bien, les lauréats sont connus depuis. Flambeau nous en parle. Il s'agit de la Nigérienne Aïssatou Adamou Noma et aussi de notre compatriote, le jeune Togolais Kokou Klouché, qui sont récompensés. Kokou Klouché qui est primé comme promoteur de l'entreprise verte Joni. Voilà une fierté quand même ici au Togo. Ça fait la 2e fois consécutive que la jeunesse togolaise se fait primer à ce concours de l'entrepreneuriat dans l'espace francophone. Comme pour dire Michel Tchadja, nous avons quand même de bonnes têtes ici au Togo. Oui, on a de bonnes têtes. On en avait, on a et on aura toujours. Merci. Oui. Le frère Michel commence à se faire entendre. Oui, mais ce n'est pas ça l'intéressant. C'est ce qu'il faut voir par rapport à la francophonie elle-même, c'est que j'ai cru entendre tout à l'heure, on parlait de la francophonie des peuples. C'est vrai, de temps en temps, on fait un clin d'œil à ces genres de situations, notamment s'intéresser à la jeunesse et aux femmes, juste pour... Mais ceux qui ont créé la francophonie ont autre idée. Ça, c'est ce qu'on fait en dessous que nous ne savons pas est plus important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez très bien, la francophonie, c'est beaucoup plus pour les affaires, c'est pour le business et la sauvegarde des intérêts français. La promotion de la langue même, je me pose beaucoup de questions parce que Ambroise le disait tout à l'heure, la France est consciente que si c'est en matière de la promotion de la langue, la francophonie, aujourd'hui, l'Afrique est l'avenir de la francophonie. Parce que c'est en Afrique que le français règne encore en maîtresse ou en maître selon ce que vous voulez. Et c'est en Afrique qu'on trouve le plus gros, en tout cas le pays le plus grand où on parle français, notamment la RDC. Mais vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, il y avait le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. Et c'était au temps de
François Hollande. Il est venu, il n'a pas serré la main au président hôte, justement parce que c'était une manière pour lui de protester contre la violation des droits de l'homme, le non-respect des principes démocratiques et autres. La liste est longue. Mais aujourd'hui, c'est la même France qui décide de donner la chance, les commandes de la francophonie à quelqu'un qui est d'un village à côté d'un continent qui est la RDC. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et tout ça là, c'est pour des intérêts géostratégiques, pour des intérêts politiques. Vous avez vu les gymnastiques que la France a eu à opérer avant d'en arriver à cette nomination qui est presque actée, hein, oui, de la Rwandaise. C'est déjà fait. Il n'y a rien qui est clair sur toute la ligne. Rien qui est clair pour vous. Sinon, non. Ceux qui agissent savent pourquoi ils le font ainsi. Oui, mais ça dit que tout se contente de nous dire. Mais c'est faux. Mais rien n'est clair. Mais sauf, c'est pourquoi moi je dis, ceux qui même en Afrique font la promotion de la francophonie, vous les voyez, leurs enfants sont dans les pays anglophones, c'est dans les pays où les enfants étudient. Vous savez, le président français même qui parle ouvertement anglais. Voilà. Et qui a même le slogan, ça veut dire que la langue le slogan même de Paris, capitale des Jeux Olympiques en 2024, c'est en anglais. Voilà. Donc le président français qui parle anglais, l'origine même de la francophonie, c'est quoi? C'est la promotion de la langue, la culture. Mon frère Ambroise le disait, la culture. Et comme toute langue, c'est dans la langue qu'on véhicule très bien la culture. La langue française est censée véhiculer une certaine culture de la France. Mais aujourd'hui, on a relégué ça au second plan. Est-ce que c'est au second plan? Même au cinquième plan. Ce n'est pas ça qui intéresse. Aujourd'hui, c'est comment maîtriser le monde à partir de cette langue. Et c'est ceux qui sont dans les pays francophones comme nous. Mais c'est quand on est à l'intérieur qu'on trouve que le français c'est une langue belle. On nous dit c'est une très belle langue, c'est une langue où quand on fait la récitation c'est très beau, c'est une langue où mais quand vous sortez de votre pays, mais je vous assure que c'est comme vous allez à un bal masqué. C'est-à-dire que vous ne Merci Michel. De toute façon, tu sais, moi oui, Ambroise, si demain, bon c'est pas un rêve, hein, mais si demain moi je deviens président du Togo par exemple, parce que quand on parle de francophonie, ce qu'il dit ce qui est intéressant, si vous devenez président du Togo, oui, je vais y arriver. Oui. Je fais la promotion de ma langue, d'une langue nationale. Et le Togo par exemple qui parle le Minao levé ou le Kabien, quand quelqu'un, un homme ambassadeur, il parle carrément le levé, et ils sont obligés de prendre un interprète ici pour le payer. Pourquoi l'Afrique ne doit pas aller dans ce chemin-là? Un peu comme le Wolof aussi. Oui. C'est-à-dire que je suis président, mon attaché, tous ils parlent levé ou le Kabien. Tout dépend de la langue qu'on choisit. Et arrivé là-bas, les Chinois sont obligés de prendre des interprètes togolais, les Français, même chose, et c'est de l'emploi. Ils vont aussi apprendre nos langues. Merci. Indiquez cette piste-là aux candidats à l'élection présidentielle 2020. On va finir avec Magua. Oui, ça, vous savez, le sujet, je le trouve très pertinent. Et vous savez, quand vous analysez un peu tout ce qui se passe autour de la francophonie, vous vous rendrez compte que les États n'ont en réalité que des intérêts à défendre. Ça, De Gaulle l'a dit depuis. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, Madame Michaël Jean a limogé notre compatriote Kakonou Boupo parce qu'il touchait de trop un sujet sensible qu'est le franc CFA et qui blesse la France. Et elle l'a limogé croyant bien faire, croyant plaire à la France. Aujourd'hui, c'est la même France qui ne veut pas d'elle parce que qui la lâche justement parce que on veut rétablir une relation avec le Rwanda. Le Rwanda qui a viré du côté de comment vous appelez ça? De Commonwealth. Et le président Paul Kagame aujourd'hui ne parle que l'anglais. L'anglais est enseigné dans les écoles rwandaises. Et aujourd'hui, au détriment du français. Au détriment du français. Et aujourd'hui, c'est la France, la même France, qui limoge entre griffes Michaël Jean au profit du Rwanda. Ça prouve véritablement. Qui sacrifie Michaël Jean au profit du Rwanda et de son candidat. Ça prouve véritablement que si vous avez la conviction que ce que vous défendez, c'est une cause noble,
faites-le. Aujourd'hui, Kakonou Boupo est parti de la francophonie, le cœur libre. Et il continue toujours par mener sa lutte. Et Sasgaou, hier, c'est vrai que Michaël Jean n'a pas encore parlé, mais son porte-parole a donné une conférence de presse hier pour dire en réalité qu'il ne comprend pas la décision qui a été prise par et la France, et le Canada, et le Québec. Parce que M. Bertin Leblanc, qui est le porte-parole de Michaël Jean, a dit en substance que Michaël Jean a respecté la lettre, la feuille de route qu'on lui a donnée, c'est-à-dire faire la promotion de la langue. Maintenant, si on choisit un candidat rwandais qui parle anglais, le pays qui a institutionnalisé l'anglais, ça pose un sérieux problème. Et le porte-parole se demande que c'est au chef d'État de la francophonie de dire maintenant de quelle francophonie voulons-nous aujourd'hui. C'est gros comme propos. La question sera débattue à Erevan, en Arménie, mais pour ce qui est de Michaël Jean, elle a beau être lâchée et par la France, et par le Canada, et par le Québec, et c'est un pays, mais Michaël Jean qui se dit déterminé à se battre jusqu'au bout. On lui prête l'intention d'aller jusqu'au huis clos des chefs d'État demain pour se faire entendre. Qu'est-ce qui sortira de tout ça? On verra bien. Mais pour ce qui est du Rwanda, qui a plutôt opté pour le Commonwealth, Magloire, je vous apprends, et vous le savez, que le Togo aussi frappe à la porte du Commonwealth. Oui, ça c'est, oui, c'est des enjeux. Des enjeux aussi géostratégiques. Le Togo n'a pas présenté le candidat à la francophonie. Le Togo veut être le Togo est candidat au Commonwealth. Oui, mais si on n'a pas de candidat à la francophonie, bon, au secrétaire général, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas encore allé. On n'est pas encore allé. Oui. Mais elle n'a qu'à rester. Moi, Michaël Jean, elle n'a qu'à rester jusqu'au huis clos. Je pense qu'elle a quelque chose à dire. Et c'est important. Moi, j'aime des femmes comme ça. C'est-à-dire, son courage est extrême. J'aime des femmes comme... Elle n'a qu'à aller jusqu'au bout. Et pourquoi je veux qu'elle aille jusqu'au bout? Je disais tantôt que on a donné, on va donner dans quelques heures la tête de la francophonie à quelqu'une qui parle l'anglais. Non, Louise Mouchikouabou, elle parle français. Oui, mais son pays a institutionnalisé l'anglais. L'anglais. Et dans un village, parce que je considère que le Rwanda, comparé en RDC, comparé à la République démocratique du Congo, c'est un village. On veut remettre ça à un pays comme ça, alors qu'il n'y a pas longtemps, ce qu'on a dit de Kabila, ce qu'on l'a traité, et la manière dont on l'a traité, il y a de ça quelques années, par rapport aux villageois. C'est vrai, Kabila, c'est quelqu'un, on assassine les journalistes tout le temps là-bas, je ne suis pas d'accord, il a des gens qui il protège des gens qui font de... Mais est-ce que le Rwanda est meilleur en matière de droits de l'homme, de la démocratie? Si on veut parler démocratie, droits de l'homme, mais le Rwanda a conseillé qui? Alors que aujourd'hui on veut utiliser la francophonie comme le bras politique même de la France pour aller auditer les fichiers électoraux dans des pays, pour aller prendre des positions partout. Et maintenant, c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, la France, nous aujourd'hui, après près de, je sais pas, 60 ans d'indépendance, on a découvert notre ancienne métropole. En réalité, les pères de l'indépendance avaient raison de prendre un certain nombre de positions. Parce que, en réalité, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous enseigner, si ça doit continuer à nos enfants et à nos petits-enfants, franchement, on ne sait pas comment nos pays seront construits demain. Parce qu'on sème de la bouillabaisse tous les jours et on tente, ce qui me fait mal, on tente par des parades, des acrobaties à nous faire rentrer dans les rangs, à nous faire comprendre, à nous. Non. Je dis et je le répète, aujourd'hui, la francophonie sert à autre chose, pas à la promotion de la langue et tout ce qu'on nous a dit depuis. Donc, il faut que les citoyens, et qu'on cesse de nous dire que le français, c'est la langue la plus jolie du monde, la plus... Non, quand vous sortez de chez vous, le français est en difficulté. Et aujourd'hui, il nous reste que l'Afrique. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons tenir tête à la France sur le plan linguistique, parce que
c'est nous qu'elle trouve encore à vraiment manœuvrer dans ce sens-là. Non, oui. Le français en recul sur tous les continents, sauf l'Afrique. C'est moi là-bas, ça, si je permets. Chez vous, c'est où? À Michintové, Oui. les enfants de CP2 ne savent pas comment Michintové est fondé. Vous voyez ce qui est grave? Alors qu'on parle de la culture, de la francophonie, ce qu'il dit qui est important, revenons à nos cultures. Si la francophonie veut aller dans le sens du jumelage des cultures, on est partant. Au même moment qu'on promeuve le français, faites la promotion aussi de nos langues maternelles. Eh bien, Ambroise, j'ai cru entendre que vous seriez incessamment candidat à la présidence du Togo. Quand vous serez élu, vous mettrez tout ça en œuvre. C'est vrai qu'on mette la francophonie là et qu'on revienne quand même à nos togolaiseries. Eh bien, hier, la CENI a invité la presse togolaise pour faire l'évaluation de l'opération de recensement qui vient de prendre fin dans la zone numéro 1. Je ne sais pas si l'un de vous y était, mais en lieu et place d'une rencontre entre la CENI et la presse, c'était plutôt à un monologue du président Kojouna Kadanga qui, pendant 9 minutes 50 secondes au chronomètre de Canal FM, professeur Kadanga a dressé son bilan de l'opération de recensement. Il a pris ses affaires et il est parti. Il n'a pas daigné répondre à une seule question des journalistes, si bien que, Magloire, la presse, nous allons nous contenter de l'appréciation du professeur Kojouna Kadanga et dire si on est d'accord avec lui ou bien ou non. Oui, c'est le constat qu'on a tous fait hier. Et honnêtement, c'est vrai qu'on a dénommé cette rencontre un point de presse, oui. Mais je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait pas faire une conférence de presse en bonne et due forme. Pour une fois que... Voilà, et les journalistes auront l'occasion de poser des questions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvert lors de ces opérations de recensement. Et donc peut-être on fait des débats, des analyses, peut-être par manque d'informations. Et c'était une occasion pour nous, journalistes, de poser des questions au président de la CENI afin qu'il nous donne les réponses appropriées. Mais en lieu et place de la conférence de presse, c'est un point de presse où pendant 9 minutes, il a dit... 9 minutes, 50 secondes. 50 secondes, il a dit ce qu'il a à dire et paf, il est parti. Et aujourd'hui, ça donne beaucoup plus raison à ceux qui estiment qu'il y a quelque chose qu'on cache au niveau de la CENI. Ce n'est pas vérifié, mais quand on analyse la démarche, ça laisse un peu à désirer. C'est comme si véritablement on cache quelque chose. C'est vrai que l'homme, je ne sais pas si vous étiez à la rencontre là hier, mais c'était une occasion, dans la transparence que nous appelons de tous nos voeux. Le président de la CENI aurait pu sacrifier un peu de son temps, échanger un peu avec la presse, et comme ça, nous on informerait l'opinion avec des arguments beaucoup plus conséquents. Bon, je pense que il y a d'autres paramètres aussi relatifs à cette CENI. Le fait qu'on n'ait pas aujourd'hui une CENI complète, sinon une CENI qui n'est pas encore équilibrée, parce qu'une CENI qui cherche encore ses représentants de l'opposition. Donc ça fait que je pense qu'il y a une certaine retenue dans certaines prises de décision et dans la conduite des affaires, parce que hier, pas plus tard qu'hier, il y a un membre de la société civile, monsieur Ouabossi Tchakondo, qui a envoyé sa lettre de démission au président de l'Assemblée nationale, et en précisant bien évidemment qu'il est en fonction jusqu'à son remplacement par son successeur. Donc je crois quand même que les gens même si on continue de gérer les affaires courantes, il y a des gens là-bas qui sont pertinemment convaincus, qui sont en phase, qui sont en train de passer leur dernière minute au niveau de la CENI. Et donc, je pense que les gens en sont conscients. Et donc, inconsciemment, ça a quand même son impact sur le déroulement des activités de la CENI, il faut le dire. Bon, maintenant, sur le point de presse d'hier, moi aussi, j'aurais aimé que ça soit véritablement une conférence de presse plutôt qu'une déclaration où on a fait juste le point pour dire que on a ouvert les bureaux de vote, les centres de recensement de vote à telle heure, on a fermé à telle heure, on a prorogé de 24 heures la date le délai des opérations, et voilà un peu le chronogramme des activités dans la zone 2, on va faire ceci, on va faire cela, on invite les populations de la zone 2 à aller massivement se faire recenser. Je pense qu'on aurait pu faire ça bien simple, communiqué. Si c'est pour ça qu'on veut y déplacer la presse, on aurait pu faire un communiqué de presse pour présenter le point.
parce que tout ce que le président a relevé hier, on pouvait aussi l'avoir. Pas comme il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire il faut le dire. Et on sait que la CENI a démarré ces opérations de recensement. On sait que ça a été prorogé de 24 heures. On sait que il y a les Togolais qui se sont fait recenser. On sait que la deuxième phase commence le 17 octobre et prend fin le 24 novembre. On sait que ça concerne 18 CELI. On sait, finalement, on ne sait pas on sait que tout ce qu'il a dit hier, on le sait déjà. Maintenant, il y a des inquiétudes des populations par rapport notamment à la question des doublons et par rapport à la question même de l'audit du fichier. Donc, je pense que là-dessus, il y a un élément fondamental que moi j'ai retenu. Il a dit, dans son point de presse, dans sa déclaration, que sur la base de l'article 61 du Code électoral, que les doublons seront supprimés du fichier après l'audit, lors de l'audit qui sera fait par les experts électoraux de la CEDEAO. Et donc, je pense quand même que c'est à peu près l'élément nouveau que moi j'ai pu garder de cette conférence de presse. Sinon, tout le reste, on le sait déjà. Merci. Eh bien, vous rappelez quand même, puisque vous étiez à ce point de presse, vous nous rappelez que la CENI a fait le point hier. Même chose que nous dit voilà les vainqueurs, le président de la CENI qui a dressé son bilan. Autre journal, c'est la Symphonie qui trouve, lui, que le boycott a été boycotté. En tout cas, l'article dit recensement électoral, le boycotté. Autre journal, c'est Chronique de la semaine qui relève, lui, que les Togolais se sont fait massivement enrôler aux grandes dames de la coalition. Autre journal, pourquoi vous souriez? Je continue mon tour de table avec le changement qui écrit, lui, à la page 3. Kadanga satisfait de l'opération dans la zone numéro 1. La coalition des 14 en colère appelle de nouveau au boycott dans la zone 2. Donc c'est connu. La coalition a appelé à boycotter le recensement dans la zone numéro 1. La coalition vient de rééditer son appel au boycott pour la zone 2 qui va commencer le 17 octobre dans une semaine. Autre journal, c'est Écho du Pays qui relève, lui, que malgré la prorogation, les populations sont encore demeurées dans la queue en attente d'être enrôlées dans la zone numéro 1. L'Indépendant Express lui trouve que le processus de recensement est entaché de fraude et d'irrégularité. Mais malgré tout ça, et comme le disions tantôt, et comme le rappelle Forum de la semaine, les regards de la CENI se trouvent désormais tournés vers la zone numéro 1. C'est ce que vous nous rappelez aussi, Magloire, Flambeau. Désormais, c'est la zone numéro 2 en attraction à partir du 17 octobre prochain. Oui, c'est le traitement de l'information. Enfin, c'est le traitement qu'on a fait de l'information donnée hier par le président de la CENI, même si on le savait déjà. Et donc, on a fait là que notre travail de journaliste pour rappeler aux Togolais que la deuxième phase démarre le 17 pour s'achever le 24. Michel, c'est ce que vous faites aussi. Vous faites le point tel que le président de la CENI l'a fait lui-même. Les opérations sont finies dans la zone numéro 1. Ça va continuer dans la zone numéro 2 avec l'appel au président à l'endroit des populations, mais également l'appel de la coalition au boycott. Dans tous les cas, ce que le président de la CENI a dit hier, et l'homme le disait tantôt, c'est ce que je voulais dire, c'est il n'a fait que le rappel de ce que les Togolais savaient déjà. Bon, ce que les gens attendaient, par rapport même aux invitations, je ne sais pas, et l'homme était là-bas, je ne sais pas comment moi je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je n'étais pas au courant, mais bon, j'ai dû quand même... Vous n'étiez pas sur les réseaux? Non, j'étais sur le réseau, peut-être que j'étais ailleurs. Vous n'étiez pas sur le bon réseau. Mais nous avons fait le travail quand même. Ce que je voulais dire, c'est le fait que, en réalité, le point de presse dont il a été question hier devait être une conférence de presse. La CENI a sa vision des choses. Mais je ne comprends pas pourquoi on veut garder beaucoup de choses pour eux seuls, sans que la population... Notre devoir, c'est notre droit, voilà, comme notre population, droit, c'est de poser des questions pour que nous puissions
relayer cela au niveau des populations. Ça n'a pas été. Hier, les gens de la CEDEAO, les experts de la CEDEAO étaient aux côtés de la CENI. Qu'est-ce qu'ils disent? La CENI est satisfaite du déroulement du recensement dans la zone numéro 1. Et les experts, ils disent quoi? Normalement, c'est entre autres questions. Ils disent quoi? J'ai cru entendre tout à l'heure c'est Écho du Pays qui disait que malgré la prorogation d'une journée, les queues étaient encore perceptibles dans beaucoup de bureaux de vote. Mais le professeur Kodjona Kadanga aurait pu expliquer les gens si ces queues-là ont été épuisées ou pas. Il aurait pu, voilà. Mais le fait de vouloir conserver tout, bon, on conduit les gens, on ne sait pas concrètement. Moi, c'est là où moi je trouve que il y a hic. Il vient lire juste ce qu'il a et il part. Mais si nous on décide de ne pas porter ça à la connaissance des populations, ce n'est pas normal. Il faut quand même qu'il accepte, normalement, au milieu même du recensement dans la zone numéro 1, les problèmes qu'il y avait. Normalement, la CENI aurait pu même se prononcer que voilà, il y a tel genre de problème, mais nous sommes en train de faire ceci pour régler. Rien n'a été dit. Mais hier, on vient dire que bon, on vient faire un ramassis de ce que a été déjà fait et on nous dit. Bon, moi je trouve que il doit avoir quelque part, un problème. Parce que moi je ne trouve pas que cette façon de cacher des informations à la presse, est-ce que ça peut servir à grand chose? Je ne sais pas. Merci. 93.5 Canal FM. Dernière partie de l'émission, nous allons revenir sur les sujets politiques, mais laissez-moi vous féliciter pour votre participation très active à ce jeu. Le jubilé de Lapis Lazuli, c'est combien d'années? Vous êtes nombreux à participer. À la fin du jeu, je vais vous décerner les prix que vous êtes en droit de gagner. D'ici là, je reviens au studio avec mes amis de la CENI de Kadanga, qui est encore incomplète, à la CENI qui se veut complète. Et pour ça, il faut que les 8 représentants de la coalition puissent être admis. On croyait que ça allait être fait hier, mais malheureusement, le pot a été rempli, même pas de moitié. Et là-dessus, les journaux reviennent avec notamment Ouara les vainqueurs, qui rappelle les 3 nouveaux entrants à la CENI. Les représentants des partis extra-parlementaires occupent leur place et la société civile, mais le débat se trouve porté sur les partis parlementaires. Et à ce niveau, le changement rappelle ce que nous savions déjà, à savoir la confirmation du représentant de l'opposition à la CENI, non, plutôt le changement qui est écrit, la confirmation des représentants de l'opposition à la CENI empêchés par l'UFC. Chronique de la semaine lui trouve à la page 5 que c'est la coalition des 14 qui bloque artificiellement le vote des 5 représentants de l'opposition parlementaire. Et Chronique continue que Jean-Pierre Fabre, très ingrat envers l'Union des forces de changement. Et Flambeau, vous y consacrez 2 articles. Recomposition de la CENI, la coalition et l'UFC à couteau tiré. Et vous y consacrez l'éditorial Le berger à la bergère. Vous nous direz tantôt pourquoi. Mais Ambroise, c'est un peu le psychodrame. Hier, l'Assemblée qui devait statuer sur les 8 représentants de la coalition n'a pas pu faire son travail. Oui, permets-moi de revenir sur quand on parle de la CENI, de ce qui s'est produit hier au niveau de la conférence de presse ou du point de presse. C'est vrai que quand on parle de conférence de presse, c'est des journalistes qu'on appelle pour déballer des sujets qui sont liés à son institution. Mais le point de presse permet au moins d'avoir 1 ou 2 questions avant de se séparer avec les journalistes. Cela aussi n'a pas été fait. Comme quelqu'un l'a dit, lui, au moins, il aurait pu se contenter d'une déclaration, remettre à la presse. Ça veut dire qu'il y a un manque criard de respect au peuple togolais et aux journalistes. Merci. Maintenant, revenons par rapport à ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Je crois que la morale a quitté ce pays et
et cette morale a quitté certaines personnalités ou certaines personnes. Je l'avais dit ici que quand la feuille de route ou bien le comité de suivi est venu faire son évaluation, le deuxième round, ça a été clair qu'il y a 2 camps antagonistes. Ils ont demandé à chaque camp de recomposer à sa manière 8-8 la CENI. Ou de maintenir ceux qui sont là. Et j'avais dit qu'en principe, la CENI devait observer une trêve pour pouvoir opérer cela. Mais la CENI de Katanga a continué. Ça, c'est 1, 2, 2. Maintenant, quand il s'agit, toi et moi, on se querelle. On te dit, va composer ton équipe, moi aussi, je vais composer mon équipe. Maintenant, Michel, lui, vient me dire, celui que tu prends là, il faut prendre l'autre. Alors que c'est nous sommes tous 2 antagonistes dans un protagonistes. Non, protagonistes plutôt. Oui, antagonistes. Antagonistes, il y a une certaine rivalité. Oui. C'est la rivalité, justement. Donc, lui, il me demande de ne pas prendre, comment on appelle, et l'homme, d'aller prendre Rodrigue. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une logique, quoi. C'est la feuille de route, le comité de suivi qui a dit ça. Allez recomposer chacun selon son camp. Si la coalition 14 a dit au détriment de l'UFC a déjà fait 8 ans à la CENI. Et à la CENI. Gogué qui a aussi 2 députés, l'ANC et l'UFC aussi 2. Pourquoi on ne laisse pas l'ADI prendre le poste là et que c'est le EPT UNIR qui viendra donner des injonctions comme quoi la coalition doit prendre tel poste. Ça, il n'y a aucune logique. Donc c'est pour vous dire en réalité que certains ne veulent pas que l'on sorte de la crise, de la longue crise. Merci. Mais j'ai foi que le recensement qui est en train d'être fait bientôt dans la zone 2 sera repris. Il suffit que le facilitateur revienne ici au pays ou le comité de suivi revienne. Parce que je me rappelle de la CENI, de cette composition, il y avait des ministres qui avaient dit que le Togo est souverain, la CEDEAO ne viendra jamais imposer quoi que ce soit au Togo. Une semaine après, patatras, la CENI, tout a été clair de le composer à 8 à 8. Nous verrons si votre rêve là est réaliste ou bien plutôt chimérique. Mais pour la recomposition de la CENI, eh bien hier, ça a bloqué à l'Assemblée tout simplement parce que l'UFC continue à revendiquer son statut de parti de l'opposition et maintient son représentant Jean-Claude Omao à la CENI. Voilà tout le blocage. Et dans ce jeu-là, Michel, votre journal trouve que l'UFC devient carrément un parti encombrant. Michel. Oui. Encombrant pour ses anciens amis. Qui sont? Les gens de l'ANC. L'UFC qui, aujourd'hui, selon eux, bloque tout au niveau de la CENI. Et je pense que l'UFC sera encore plus encombrant dans quelques semaines ou mois pour son ancien, disons pour UNI qui est actuellement en accord avec ce parti-là, parce que quand vous suivez l'actualité, quand vous lisez les tests, c'est vrai. L'UFC fait partie de l'opposition parlementaire, d'autant plus que la loi portant statut de l'opposition l'a stipulé clairement. Mais sauf que ici, on sort d'un accord, et c'est l'accord qui a demandé que les partis, en tout cas parlementaires, désignent leurs représentants. Et l'UFC dit, moi je reste parce que je suis membre parlementaire. Et l'UFC s'appuie sur la loi portant statut de l'opposition. Justement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un accord aussi qu'ils ont, si la feuille de route est considérée, disons, comme un accord, c'est un accord qui a demandé que la C14 envoie ses représentants à la CENI. Dans tous les cas, sous l'angle de loi, l'UFC a raison. Mais sous l'angle politique, ça pose problème. Parce que quand vous observez l'attitude de l'UFC aujourd'hui, ça ressemble beaucoup au dernier geste d'un lion en fin de vie. Et
c'est ça que les Togolais doivent regarder. Parce que dans quelques mois, avec les locales, les législatives, c'est ce que l'UFC va rentrer dans les annales. C'est clair. Et à un moment donné, ce parti même, lui unir nous poussera quoi faire de ce parti. Ça, c'est clair. Maintenant, le spectacle qu'on fait aujourd'hui, il servira à quoi un jour ou l'autre? Il va servir à quoi? C'est ça qui est à relever. Moi, le spectacle là sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout le monde sait que l'UFC est en train de partir. Voilà. Et c'est comme il se dit que bon, avant de partir, je dois créer les problèmes au maximum. Aujourd'hui, ceux qui ont pitié de l'UFC, parce qu'on veut le dégager de la CENI, ça fait pitié, non? Mais c'est comme ça aussi, ça avait pitié en 2010, quand on a chassé certains à l'Assemblée nationale en pleurs. Sur l'initiative de l'UFC. De l'UFC, pour faire plaisir à l'UFC. Les gens pleuraient, on les a dégagés. Vous voyez, la roue tourne. La roue tourne, elle tournera toujours. Merci beaucoup. Donc, c'est pourquoi moi je dis, il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent faire de la politique demain. Ce que la bouillabaisse qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a une lecture demain pour encourager les jeunes à se lancer? Parce qu'il y a trop de mesquinerie qui se passe et ça n'encourage pas. Merci. Et l'homme, mais le problème c'est que par les vicissitudes de notre parcours politique, à un moment ou à un autre, l'UFC a proposé un candidat à la CENI, Jean-Claude Omao, qui avait été élu par l'Assemblée nationale. Jean-Claude Omao a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, par les suites de le comité de suivi, l'UFC devait perdre sa place, mais il faudra nécessairement que M. Omao remette sa démission formellement, et c'est à ce niveau que M. Omao et son parti braquent des 4 fers et bloquent le processus. Non, je pense que c'est Magloire qui a l'habitude de dire sur ce plateau que les gens se sont entendus pour ne jamais s'entendre. Et je pense que ça se justifie aujourd'hui, du moment où l'Union des forces de changement ne peut plus se considérer comme un parti d'opposition à ce stade. Pour la simple raison que elle approuve, la formation politique approuve les décisions du gouvernement, approuve les projets de loi qui sont envoyés au Parlement par le gouvernement. C'est rare de voir la partie UFC rejeter un projet de loi qui a été pris ou envoyé sur l'initiative du gouvernement. Et qui partage, gère le pays avec le gouvernement et se réclamer ensuite de l'opposition en ne posant pas des actes d'un parti d'opposition. Je pense que cela va de soi. Et à quel moment, depuis 2010, à quel moment vous avez vu une certaine opposition de l'UFC à des initiatives ou à des décisions prises par le gouvernement? En tout cas, moi je me rappelle de certaines décisions, certains rares moments, mais c'est pas quand même beaucoup de périodes où l'UFC a dit non, cette décision-là, je ne m'associe pas à cela à cause de. Et on a fait ce temps, on a fait le partage du pouvoir, on a envoyé des ministres UFC au gouvernement, qui y sont toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, la même UFC vient nous parler du statut de l'opposition, de la loi portant statut de l'opposition, et notamment son article 2, et qui, qui stipule qu'on peut juste envoyer une déclaration au président pour réclamer l'appartenance à l'opposition parlementaire ou à un autre groupe. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, fondamentalement, il y a un problème. Et pourquoi j'ai dit tantôt que c'est Magloire qui a l'habitude de dire que les gens se sont entendus pour ne jamais s'entendre. Cette loi dont se prévaut aujourd'hui l'Union des forces de changement est la même loi qui fait de Jean-Pierre Fabre chef de file de l'opposition togolaise. Et en aucun moment, l'opposition parlementaire n'a demandé la révision de cette loi parce qu'elle est scélérate ou elle est inique. Je dis en aucun moment. En aucun moment. L'ANC n'avait pas voté cette loi, oui, mais je pense que l'ANC, le CAR, n'avait pas voté, mais je pense que les autres partis, notamment le groupe, la majorité parlementaire et les députés de l'UFC, avaient voté ce projet de loi. Maintenant, on suppose, aujourd'hui, parce que cette loi pose problème, il y a la disposition 2 qui dit qu'on peut saisir juste le président de l'Assemblée pour réclamer son opposition, son appartenance à l'opposition parlementaire. Ça dit que demain, si je suis élu au Parlement et que je constitue mon bloc, je peux écrire juste une lettre au président pour dire moi je suis de l'opposition, alors que je suis membre du gouvernement. Je participe à la gestion du pouvoir. Et donc, il revenait aussi aux députés de l'opposition qui n'étaient pas contents, qui ne sont pas contents, qui dénoncent toujours cette loi, d'envoyer peut-être de faire une proposition de révision de cette loi. Ça n'a pas été fait aussi. Et on se retrouve dans ce contexte.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas... L'UFC dit que c'est au titre de cette loi que moi, je suis de l'opposition parlementaire. Et bon, c'est vrai, tout le monde dit aujourd'hui que cette loi n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas faire cette loi de cette manière. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait. C'est la loi, c'est la loi. Avec les conséquences. C'est pourquoi je dis au niveau de l'opposition parlementaire aussi, on n'a rien fait pour la réviser. On n'a pas voté, mais on n'a rien fait pour la réviser. Merci. Parce que cette loi, ça arrange quelqu'un et ça n'arrange pas quelqu'un. Donc voilà. Donc si les gens s'entendent pour ne jamais s'entendre, comme Magloire le dit, je pense que le constat est là aujourd'hui. Ambroise qui se demandait s'il y a encore de la morale dans la politique telle qu'elle se fait au Togo. Il y a Michel également qui a renchéri. Quelle image nos partis, leurs leaders, veulent-ils donner à la jeunesse, à commencer par leurs enfants? La question reste posée. Quant à vous, Magloire, Front des démocrates, vous revenez sur le sujet avec ce constat que la coalition et l'UFC se retrouvent à côté tiré sur cette affaire-là de désignation, nomination des membres à la CENI. Et pour vous, c'est le berger et la bergère qui sont en train de s'illustrer. Oui, c'est tout simplement ce qu'on a pu dire sur le sujet, parce que depuis un moment, nous le constatons tous que les positions se radicalisent à nouveau. D'une part, le gouvernement qui dit poursuivre, n'est-ce pas, le voyage du train jusqu'à terminus, ce que n'entend pas de ses oreilles la coalition. Et ça se poursuit jusqu'à la CENI, ou sur le sujet concernant le siège, ou du moins les sièges attribués à l'opposition parlementaire. Le hic, je ne vais plus répéter ce que les confrères ont déjà dit. Le hic, c'est que aujourd'hui, juridiquement, il faut l'avouer que l'UFC est un parti de l'opposition parlementaire. Mais dans la pratique, l'UFC est également un partenaire du pouvoir, à partir de son accord signé le 26 mai 2010. Et l'homme l'a répété, moi, à ma connaissance, hormis la loi portant réforme constitutionnelle institutionnelle renvoyée à l'Assemblée nationale en septembre 2017, je n'ai pas vu l'UFC s'opposer véritablement aux différents projets de loi envoyés au Parlement par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, l'UFC et la majorité présidentielle font chemin. C'est pour cela que la coalition aussi dénonce le fait que l'UFC ne peut pas être au même moment du côté de l'opposition parlementaire et au même moment partenaire du pouvoir. Et ça, tout le monde le sait et le constat est clair. Mais le constat qui est là aujourd'hui et que nous tous nous devons faire, c'est qu'il y a encore statu quo. Parce que là, la coalition dit, tant que le représentant de l'UFC restera là-bas, nous n'irons pas. Et même nos 3 éléments qui ont prêté, ou du moins qui ont été désignés à l'Assemblée, n'iront pas. Ça voudra dire que pendant que l'UFC est partenaire du pouvoir, le pouvoir aussi ne laissera pas qu'on ronnisse son partenaire. Mais justement, à ce jeu-là, il y a certains qui estiment que la majorité unie se fait un peu complice de l'UFC dans ce jeu. Alors pourquoi le président Dama Dramani ne soumet pas la liste des 5 représentants de l'opposition parlementaire au vote, et qu'on voit dans quel sens les députés unis voteraient ou ne voteraient pas? C'est pour cela que je vous ai dit, les hommes politiques savent ce qu'ils font pour maintenir le statu quo. Parce que s'il faut aller dans le bon sens, c'est clair, la trajectoire elle est là. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas, et le constat demain, c'est que le statu quo y est. C'est pour cela que nous disons que toute démarche qui concourt à maintenir la situation telle, nous disons non. Et nous recommandons, c'est une question de bon sens, que aujourd'hui tout le monde sait que la coalition ne veut plus de l'UFC et les autres partis de l'opposition ne veulent plus de l'UFC. Maintenant, on ne va plus juger, on laissera le soin au peuple de juger. Bientôt les législatives le 20 décembre, on sait que le nombre de députés de l'UFC en 2007, ce n'est plus ça après 2013, parce que justement l'UFC a eu à signer un accord entre-temps que les gens n'ont pas aimé. Et si les gens n'ont pas aimé, ça continue. Le 20 décembre arrive. C'est pour cela que je dis, laissons le soin au peuple de sanctionner, de continuer pas à sanctionner. Maintenant, l'UFC, on sait que l'ANC a 3 sièges. 2. 3 sièges, le CAR 1 et l'ADI 1.
ça fait 5. Ah oui. Et moi, je dis, on a suffisamment su, et l'UFC même l'a compris, qu'on ne veut pas de lui. Maintenant, le bon sens voudrait que l'ANC concède un de ses sièges, et le reste, le peuple est là le 20 décembre prochain. Merci. Des gens qui nous suivent trouvent que c'est un mauvais procès. Une seconde. Il y a des gens qui trouvent que c'est un mauvais procès qui est fait à l'UFC, que la loi là existe depuis des années. C'est au titre de cette loi là que l'UFC a toujours été représenté à la CENI en 2013, en 2015. Ça n'avait gêné personne. Pourquoi maintenant on fait ce procès à l'UFC? Oui, là où les choses ont changé, Oui. c'est qu'il y a maintenant pratiquement des accords politiques, un accord politique. Les accords politiques, à un moment donné, dans un pays, priment sur des principes juridiques. Sauf que l'UFC n'a pas signé les accords politiques que vous évoquez. Non, ça dit que l'UFC n'a pas signé comment? L'UFC ne fait pas partie intégrante des partis qui composent la nation togolaise, les partis Si, politiques. mais Oui. l'UFC n'est pas parti à la feuille de route de la CEDEAO. S'il y a un gouvernement auquel l'UFC est parti pour diriger le pays, avec la répartition des postes préfets, tout ça là, et que la CEDEAO vienne maintenant suspendre tout ce qui se fait pour pouvoir avancer dans une crise qui est là, ça fait 1 an, je crois que les principes juridiques doivent être mis à l'écart. Et ça a déjà commencé. Parce que ce n'est pas tout le code électoral qui est d'ailleurs respecté. Quand le président de la CENI lui-même annonce les élections locales et référendaires, il a déjà violé le code électoral. Donc aujourd'hui, les accords politiques priment sur les principes juridiques. Et le bon sens, la morale voudra que M. Jean-Claude Romao quitte simplement la CENI pour laisser la place à ses frères, s'il veut l'intérêt de ce peuple. Merci, on va devoir arrêter là et nous ferons des tractations. Peut-être que demain, au Club de la Presse, nous pourrions avoir une voix de l'UFC pour venir nous expliquer la position qui est celle de ce parti actuellement à l'Assemblée sur la CENI et sur l'ensemble de ça. Oui. Nous n'avons pas dit que, moi personnellement, je n'ai pas dit que l'UFC n'a pas raison, n'a pas sa place. Oui. Mais j'ai dit que sur le plan politique, la loi l'autorise. Oui. Oui. Et tu l'as dit, en 2013, en 2015, c'est par rapport à cette loi que l'UFC est là-bas. était à la CENI. Mais aujourd'hui, on sort d'un accord. Même si la feuille de route ne surplombe pas les lois de la République. Enfin, nous disons la même Politiquement, chose. Nous parlons politiquement, de l'UFC. Et je dis seulement que demain, nous pourrions avoir quelqu'un de l'UFC pour venir nous expliquer la position qu'ils adoptent et le pourquoi. C'est juste une... Non, ils ont déjà adopté. C'est qu'ils sont restés. Eh bien, ils viendront nous expliquer. Eh bien, le temps est fini, malheureusement. Vous avez juste à nous montrer vos cartons. Je rappelle que le carton est décerné sur un sujet et à une personne dont nous n'avons pas débattu aujourd'hui. Commençons par le neveu des Anglais. Et l'homme. Bon, moi, je n'ai pas de carton et bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée à tout le monde, surtout à une dame qui se trouve à Bodjomé. Bien évidemment. Merci. La dame se connaît. Embrasse, bonjour, votre carton. Oh, moi, je voudrais dire bonjour à l'un de mes cousins, Bonsi Mario, qui est au niveau de la caisse de sécurité. Mais il est de Mission Tové. Oui. Voilà. Michel Tadja, votre carton? Non, je n'aime pas de carton aujourd'hui, mais je rappelle que mes 2 rues là sont toujours là. Elles n'ont pas encore en tout cas, elles n'ont pas encore trouvé quelqu'un pour les charger, pour le bien-être des usagers de ces rues-là. Mais merci. Je profite pour saluer un groupe de vétérinaires loin de Total Acier. Voilà. Merci. Magloire, on finit avec vous? Oui, on a un peu lessivé l'UFC, mais moi j'adresse un carton vert à un ministre de l'UFC, notamment à André Johnson, du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, qui est actuellement en tournée dans les 5 régions du pays, parce que le ministère a reconnu que la performance de ces agents n'est pas conforme à l'investissement du gouvernement. Disons que les agents de ce ministère sont défaillants, si vous parler en français facile. Et ces agents, par moment, se rendent complices des braconniers pour vider les parcs nationaux des espèces protégées et faire les trafics de bois. Et aujourd'hui, il est sur le terrain pour leur dire que désormais, les données ont changé, que ça ne sera plus ce qui se faisait hier. Et que si un agent est surpris, eh bien, il subira la rigueur André Johnson à un carton vert. Parce que c'est une demande salutaire. Merci beaucoup. Eh bien, le verdict de notre jeu, le jubilé de Lapis Lazuli, c'est combien d'années? Nous avons enregistré au total
une trentaine de participations, aussi bien par SMS que sur WhatsApp. Merci pour les bonnes réponses. Encouragement pour ceux qui vont continuer à chercher. Mais sachant tout simplement que le jubilé de Lapis Lazuli, c'est relatif à l'âge de 56 ans. Voilà. Et le prix que vous remportez, c'est le carton vert du Club de la Presse. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.